En fait, l'euro et le 4K, après peut-être que ça changera dans le temps et que ça va devenir une abréviation de langage, mais en réalité c'est pareil. C'est-à-dire qu'à l'origine, le 4K est un format cinéma qui est non compressé et donc qui est forcément RAW. Si tu prends les RAID, c'est du RAID code, mais c'est du RAW, c'est-à-dire du non compressé 4K. Et après, ce qui commence à apparaître chez Canon, chez Sony notamment, c'est du 4K compressé, qui permet simplement, puisque le RAW, pour te donner une idée, chez nous, ça pèse 16 gigas la minute, hein. Donc le mieux est parfois l'ennemi du bien, mais du coup il faut vraiment de la place quand on veut tourner en 4K RAW. Et donc en fait c'est des formats de compression. Chez nous c'est le MJPEG, qui est un format qui a fait ses preuves, qui existe non pas sur la C500 mais qui existe sur le EOS 1DC, qui est un appareil photo qui enregistre en interne sur carte compact flash du 4K. Et simplement, il va l'enregistrer en MJPEG, c'est-à-dire un format plus compressé, ce qui permet de prendre moins de place et de pouvoir, comme sur un EOS 5D, monter chez soi avec un Mac qui tienne la route ou un PC, hein, peu importe. Donc en fait, la demande se fait des deux côtés. Pour des images très travaillées sur lesquelles il y a besoin de beaucoup de post-prod, c'est vrai qu'il y a toujours ce marché du RAW, qui est celui de la C500. Et par contre, si on veut développer un jour la télévision ou le web avec le 4K, on ne pourra pas rester sur des tailles de fichiers pareilles et des outils de post-prod aussi qui sont aussi chers, hein, puisque plus tu as des fichiers lourds en RAW, plus il te faut des machines costauds pour les faire tourner. Donc vraiment, c'est 4K compressé ou RAW, c'est plus là où ça cohabite. Mais je dirais, les deux cohabitent très très bien, quoi. Les gens du film ne passeront jamais en compressé et les gens de télévision ne passeront jamais en natif, quoi. Et alors dans les gammes des caméras, est-ce que le 4K va être accessible dans un modèle du type C300 ou C100 bientôt, puisqu'on peut le faire avec la taille du capteur? Sur la C300, il manque un tout petit peu en largeur pour pouvoir respecter le RAW DCI, justement, parce qu'il y a ce qui rend les choses un peu compliquées, c'est qu'il y a deux normes 4K. Il y a la norme télévision et la norme cinéma. Donc le DCI, c'est l'origine, c'est du 4096, un peu comme c'est le double du 2K en fait. Et tu as la télévision, c'est du 3840, qui est le double en fait de la HD en 1920-1080. Donc les deux cohabitent, mais si tu veux pouvoir faire tenir le DCI, il te faut un capteur un petit peu plus large comme celui de la C500. Donc celui de la C300 pose un souci à ce niveau-là, puisqu'il ne couvrirait pas en tout cas le DCI. Donc ce serait une caméra 4K que de télévision. Dans l'évolution de la caméra à terme, j'en sais rien. En tout cas, sur la base de cette caméra, c'est vrai que pour faire tourner du 4K à la place de la HD, c'est un autre processeur, c'est peut-être d'autres supports d'enregistrement, etc. Donc on parle d'une autre caméra. Maintenant, on ne peut pas encore parler. Dont on ne peut pas. La C300, elle a 1 an maintenant, hein. Donc ça reste tout ça très très récent et justement on ne veut pas rentrer dans la course. La C300 est une caméra qui marche toujours aussi bien. Le bouche à oreille est excellent. Aujourd'hui, il y en a plusieurs centaines en France. Enfin, ça dépasse tout ce qu'on attendait. Et il n'y a pas de demande, en tout cas, hormis pour des gens qui veulent lâcher le format HD. Tant qu'on sera sur la HD, il n'y a pas de demande aujourd'hui claire sur le remplacement. Le 4K, ça commence à bouger, mais ça reste un marché extrêmement restreint, hein, aujourd'hui. Il y en a, il y a M6 qui a commencé. La dernière pub M6, si tu l'as vu sur notre stand, a été tournée avec l'EOS 1DC justement en MJPEG, donc en compressé, mais ça reste des applications ponctuelles. Après, évidemment, le 4K étant le remplaçant de la HD, un jour ou l'autre, il n'y aura plus que du 4K compatible HD. À un moment, je pense qu'on a pris le train en route au bon moment, justement. C'est-à-dire que, comme dans toutes les sociétés japonaises, les groupes produits sont séparés. C'est-à-dire qu'il y a un groupe photo, il y a un groupe vidéo. Le risque, si on ne prenait pas les devants, c'était d'avoir une concurrence entre les deux marchés. Aujourd'hui, c'est plus le cas, puisque si moi j'ai acquis ce poste-là, ça a été le cas en Europe, ça a été le cas au Japon. Enfin, c'est pas moi qui les ai tous pris, je te le dis tout de suite, heureusement. Mais du coup, il y a vraiment cette volonté de faire fusionner les deux. Et du coup, ça nous donne la possibilité d'être le seul constructeur à avoir des caméras à gros capteurs qui commencent avec un 700D à 600 euros prix public conseillé, jusqu'à une C500 qui accepte la même monture d'optique, puisque le point commun de toutes ces caméras, c'est de la monture EF, donc la même chose qu'en photo, qui sont des optiques suffisamment bonne qualité pour ces caméras, puisqu'il ne faut pas oublier qu'elles sont faites pour des appareils photo de 20 millions de pixels ou au-dessus. Donc
même faire du 4K à 8 millions, ça passe très très bien. Et surtout, on a fait fusionner les fonds de recherche, ce qui permet là d'aller beaucoup plus vite, puisque au lieu de s'adresser uniquement à un marché restreint, qui est notre petit protégé, le marché de la vidéo professionnelle, on raisonne à l'échelle de la taille du marché de la photo, donc tout devient possible. De la même façon que l'enregistrement 1080p s'est généralisé sur les appareils photo, il se généralisera à un moment sur des appareils grand public avec le 4K. Et ça, c'est possible par l'apport du pro, par les optiques, par tout un tas de choses. Donc je pense que c'est une très très bonne direction qu'on a pris, en tout cas au bon moment, et que les gens apprécient, puisque il y a quand même aussi un problème purement matériel. À un moment, il n'était pas possible d'acheter des caméras avec des optiques. Il y avait des revendeurs photo qui vendaient les optiques photo, des revendeurs vidéo qui vendaient des caméras vidéo, et il fallait avoir plusieurs fournisseurs, etc. Aujourd'hui, ceux qui vendent de la photo vendent de la vidéo et vice-versa. Ouais, la position, elle a un peu évolué par rapport à ce qui se faisait sur le 5D Mark II, où Magic Lantern expérimentait un peu les premiers logiciels développés à partir des appareils photo et où on a eu effectivement beaucoup de soucis dans les premières générations d'upgrades qu'ils ont corrigé avec le temps, mais il faut savoir que dès que tu installes un upgrade qui n'a pas été prévu par le constructeur, de toute façon tu perds la garantie déjà, et plus tu vas solliciter la machine pour lui faire des choses qui n'ont pas été prévues, et plus tu vas faire chauffer le ventilateur qui n'est pas prévu pour ça, etc., etc. Sur la nouvelle version de Magic Lantern, on n'a pas de retour pour le moment, donc je dirais, alors que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent et qui l'ont téléchargé, donc il faut croire que l'expérience négative qu'ils ont eue dans le passé a servi. Est-ce qu'ils ont eu un support de Canon pour éviter justement de le faire mal? Ça, j'avoue que je n'en sais absolument rien. J'espère. En tout cas, s'ils ne l'ont pas eu, ils s'en sortent bien. La seule chose, c'est qu'il est clair qu'à partir du moment où la machine fait quelque chose qui n'est pas prévu par le constructeur, ce n'est pas une punition, mais forcément, elle perd aussi tout ce qui est garanti. Et ça malheureusement, la garantie après, c'est valable si l'appareil se met à chauffer, si le ventilateur tombe en panne, etc., etc. Il faut comprendre que si l'appareil est plus sollicité que ce qu'il a été prévu à l'origine, on ne peut pas y faire grand-chose, quoi. Mais est-ce que le gros débit qui est donc obligatoire avec la sortie RAW, est-ce que ça peut entraîner un tel travail processeur que ça fasse chauffer la machine? Ça peut, ouais. Ça peut, après, il faut voir comment ils l'ont géré vraiment en réel. Mais dans la pratique, oui, c'est ta voiture qui est faite pour faire de la ville et à qui tu demandes de faire de la Formule 1, quoi. Enfin, elle peut le faire, hein. Une bonne voiture te le fera. Mais est-ce qu'au bout d'une semaine, elle ne va pas poser problème? Donc là, on n'a pas de recul négatif, en tout cas. Ce qui est déjà une bonne chose par rapport au précédent update qu'il y avait eu sur le Mark II. Mais ça reste problématique de faire du RAW à un appareil qui fait du MPEG 4 compressé en 4.2.0. Ouais. Aujourd'hui, ce qu'on cherche, il y a un débouché clair du 4K qui va vers le cinéma, ça c'est évident, notamment aux États-Unis avec des films à effets spéciaux et autres, et de toute façon le 4K remplacera à terme le 2K très rapidement avec l'implantation des projecteurs et autres. Par contre, le marché du cinéma est un marché extrêmement restreint, et comme ça s'est passé pour la HD passera aussi vers le 4K comme on l'a dit tout à l'heure. Et à un moment, on essaye d'expérimenter les différents types d'événements qu'on peut faire avec, donc de faire un tournage télévision comme celui d'M6 dont j'ai parlé tout à l'heure. Et le live 4K est une application intéressante puisque là, en fait, ça consiste soit à diffuser, donc ça permet de savoir si on peut le faire. Et aujourd'hui, on peut le faire de manière théorique, avec beaucoup de préparation et beaucoup de disponibilité, notamment sur les fréquences disponibles, etc. Mais le 4K prenant 2 à 3 fois la place de la HD, c'est clair que si à un moment, une chaîne de télé a à choisir entre avoir 3 nouvelles chaînes sur la télé TNT ou une seule en 4K, la tendance est plutôt à avoir 3 nouvelles chaînes sur la TNT. Donc le live 4K, c'est très simple, on l'a expérimenté récemment sur Roland-Garros. C'est d'avoir une diffusion live de l'événement en parallèle de la diffusion 4K. Alors, elle se fait avec des outils qui viennent se greffer par rapport au dispositif HD. Donc, c'est des EOS C500 qui ont été mis sur les cours de Roland-Garros en plus des caméras HD. C'est pas la caméra 4K qui diffuse aussi en HD. Et donc, on a la chance d'avoir la seule caméra
du marché au jour d'aujourd'hui. Certainement, ça évoluera avec des upgrades dans le futur, mais qui permet de le faire, puisqu'on peut attaquer une débayerisation en temps réel à partir d'une C500, ce qu'on ne peut pas faire sur une autre caméra. Donc la débayerisation, c'est une étape en fait dans le passage du RAW à un fichier 4K classique, voilà, qui consiste à rassembler les couleurs pour schématiser. Ça se fait en post-prod aujourd'hui sur toutes les caméras et en cinéma, y compris sur nos caméras. Sur la C500, il est possible de le faire en sortie de capteur et du coup d'avoir une diffusion réelle, puisqu'évidemment on ne peut pas diffuser une image non débayerisée à l'antenne, quoi. Donc ça va se développer, ça a un intérêt pour les concerts, puisque la projection sur des grands écrans en 4K n'a rien à voir avec celle qu'on a aujourd'hui en HD. C'est un intérêt pour de l'archivage, c'est un intérêt, enfin il y a quand même pas mal d'applications où ça peut avoir beaucoup d'intérêt.